Salut, c'est Magna Magister. Eh ben, je continue le panorama de la semaine de la gamme Cthulhu. Et donc là, je vous présente la gamme sans détour. J'en ai partout. J'ai déplacé au moins une centaine de kilos de bouquins. Parce que là, il y a du lourd. Donc je vais faire, on va dire, j'espère pas une vidéo de 2 heures pour tout vous présenter. Mais au moins, voilà, l'essentiel a été fait pour les suppléments majeurs dans la première édition. Donc je vous présenterai juste un petit peu le matériel pour les versions améliorées et les rééditions des années suivantes. Voilà, donc là, on part sur la sixième et septième édition. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié la septième édition qui est juste derrière moi. J'irai la rechercher à la fin parce que là, voilà, j'en ai partout, partout, partout. Donc on va se borner donc à la sixième édition et la septième édition, gamme sans détour. Et donc après, je vous présenterai à la fin la gamme Edge, voilà, qui est juste aussi derrière moi, puisque, comme je vous ai dit, l'étage qui est juste ici de toute la bibliothèque jusqu'au fond de la salle, donc à peu près à 4 mètres voilà, derrière moi, c'était que Cthulhu. Donc là, ça m'a permis de faire les poussières sur mes étagères en même temps. Là, l'émission s'appelle pas On dépoussière pour rien. Moi, ça me permet aussi de dépoussiérer mes étagères et de faire un petit coup, de mettre un petit coup de plumeau sur les chiffons sur mes boîtes. C'est jamais, on va dire, inutile. Alors, en 2008 est apparue sur nos écrans une nouvelle maison d'édition qui nous a donc fait ceci. Donc la nouvelle édition de Cthulhu, la sixième édition de Cthulhu. Donc c'est bien 2008, hein, je ne me trompe pas, hein, jusqu'à preuve du contraire. 2008, oui, c'est bien ça. Et donc là, c'est une révolution, comme dirait l'autre. On a donc un éditeur vraiment sérieux, de qualité, du moins à l'époque. Voilà, la réputation était extrêmement bonne et vous allez voir que, vu la pléthore de suppléments qu'ils ont sortis, on peut quand même dire qu'ils ont fait un sacré boulot, même si l'aventure s'est terminée un petit peu dans les larmes. Et donc on a cette sixième édition qui remet pas mal de choses à plat et qui introduit énormément de nouvelles petites choses. Et donc nous avons par exemple en dehors donc des toujours caractéristiques toujours sur 20, donc une caractéristique dérivée pour chacun des attributs désormais. Voilà, donc avec par exemple pour l'apparence c'est la prestance, pour la constitution c'est l'endurance, etc. Donc on a déjà directement les valeurs de pourcentage. Ça va, on va dire, initier le système qui sera définitif pour la septième édition. Et on a plein de petites trouvailles sympas, comme les cercles d'influence, où on définit quels sont nos cercles d'influence opposés, ennemis, éloignés, et ce qui permet en fait de définir quels sont nos contacts et dans quel milieu en fait on a des contacts en fonction de notre profession. Et c'est plutôt sympathique. Une nouvelle liste de compétences évidemment, plus détaillée, revue d'une manière différente. Là, on passe, je crois que c'était dans cette version-là où on n'avait plus l'esquive, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on n'avait plus l'esquive, on en utilisait athlétisme, je crois, à la place. Mais donc l'esquive revient après dans la septième. Toujours la santé mentale, un équipement fétiche également. Et dans les règles de création française, ils avaient ajouté la règle donc de comment dire, une règle qui permettait en fait d'avoir un élément qui permettait de socker entre guillemets, d'encaisser, on va dire, la santé mentale. C'est-à-dire, comment ça s'appelait déjà? Oh, son nom va m'échapper. L'aplomb, voilà, c'est ça. C'était marqué là. Mais donc ça, c'était une règle spécifique à l'édition française et qui donc en fait a sauté, hein. Elle existait aussi dans la septième édition, ils l'avaient rajouté, mais dans l'édition justement de chez Edge, ils ont retiré ces règles d'aplomb qui étaient donc un ajout de la version française. Donc là, on arrivait vraiment sur, je pense, un très bon équilibre. Avec la 5.5, on était déjà dans quelque chose de très jouable, de très stable. Et la sixième, moi, c'est celle que j'ai beaucoup maîtrisée. J'ai encore quelques vieilles habitudes d'ailleurs. Je ne suis pas encore complètement habitué à la septième édition au niveau de son système de jeu, qui pourtant, voilà, il n'est pas mauvais du tout, hein. Mais il y a certains trucs, j'arrive pas à m'y faire. Et j'ai mes vieux réflexes qui reviennent de la septième édition. De la sixième édition, pardon. Alors que je maîtrise la septième. Donc, on a un bouquin qui est quand même assez conséquent, avec, comme d'habitude, tout ce qu'il faut pour jouer, la création de personnages, la description donc des ouvrages occultes, des sorts, des monstres, etc. On retrouve les mêmes choses, et des scénarios spécifiques là à la version française. Donc on a justement, alors ça s'appelle, c'est une mini campagne en fait, qui s'appelle le Ressac de Bryn Celidiu. Voilà, on joue donc en Irlande, et donc il y a un scénario,
Donc le premier c'est Un phare dans la nuit, Le chaman des profondeurs, scénario 2, et Le sanctuaire des eaux noires. Donc là on est vraiment spécifique à la version française, c'est vraiment des scénars qui ont été créés pour l'occasion. Et ça c'était plutôt intéressant. Et donc exit le vieux scénario de la maison Corbit, c'est quand même un peu dommage, mais bon. On va faire on a fait avec de toute façon. Donc voilà, je commence à poser des bouquins un peu partout parce que là ça va être vraiment l'horreur de pouvoir gérer tout ça. Donc il y avait eu un écran, donc là on passait aux écrans durs, format paysage, 3 volets, voilà. Donc ça c'est le premier écran qui était paru, il y en a eu plusieurs, hein, je vais vous montrer. Il y a un écran en fait par boîte quasiment de campagne, mais ça reste, on va dire, toujours quasiment les mêmes tables. Ça, ils ne se sont pas trop foulés sur là-dessus. Donc on a on va dire des informations très techniques. Par contre, ils ont fait après, dans certaines campagnes, des écrans spécifiques avec des informations spécifiques, comme par exemple pour les Masconia à la Totep et le jour de la bête. Voilà. Et il y avait un écran, on va dire, spécifique à la campagne. En plus d'une illustration dédiée. Avec un bloc de feuilles de personnages. Et il y avait également un livret avec normalement je crois que c'était les résumés des règles, hein. Il n'y avait pas de scénario dans celui-là. Voilà, c'était les règles pour créer son investigateur. C'était un cahier. Si, il y avait un scénario spécifique, les temples scellés d'Emrek. Voilà. J'avoue, ces scénarios-là, je les connais pas, je les ai pas utilisés parce qu'à l'époque, moi, j'écrivais mes scénarios, j'écrivais mes campagnes. Mais bon, ça, au moins, il y avait aussi de quoi jouer là-dedans, en plus donc du cahier qu'on pouvait soit le gardien des arcanes, soit même les PJ pouvaient les utiliser si ils n'allaient pas à la fin du bouquin pour lire les scénarios, parce que quand même ça aurait été dommage de se dévoiler les intrigues. Voilà, donc ça c'était l'écran qu'elle est avec cette première 6e édition. Ensuite on va dans les suppléments de la gamme, donc il y en a jusqu'au numéro... alors que je ne dise pas de bêtises, on arrête après la gamme au numéro, je crois, c'est 52. Voilà, donc j'ai une cinquantaine de suppléments à vous montrer. Alors la campagne, les oripeaux du roi, donc là je vous en ai parlé déjà. Une campagne donc basée sur le mythe donc, du roi en jaune et d'Astur. Oh mince, je l'ai dit, il va apparaître. Et donc, il fallait pas dire Astur. Pourquoi il fallait pas dire Astur? Ceux qui connaissent la blague connaissent la blague. Une petite campagne donc très sympathique qui, on va dire, est fondée sur ce fameux roi en jaune qui est une pièce de théâtre et qui est vraiment, voilà, je l'ai pas encore joué, mais je pense qu'un jour je la ferai jouer et c'est plutôt intéressant. Moi j'avais fait ma propre version dans ma propre campagne. J'en avais juste fait un scénario en fait. Et en fait le scénario, je crois que je l'ai fait jouer une fois, oui. Ça s'était mal passé comme d'habitude. Voilà. Et donc là ils en avaient fait une campagne et c'était plutôt bien fichu. Un guide, la première version, parce qu'il y en a eu une deuxième version après, Forensics Profiling and Serial Killer. Serial Killer. Un quoi donc, vous avez toutes les informations en fait vraiment sur la médecine légale, les techniques d'investigation policière, les techniques, on va dire, des services spéciaux, on va dire, des forces de l'ordre, de la police, de la justice, qu'ils utilisent donc pour traquer, on va dire, les criminels et en tout genre. C'est très intéressant. Bon, après, moi, je sais que je l'ai jamais trop utilisé, mais ça a le mérite d'exister et c'est vraiment plutôt pas mal, hein, franchement. Voilà, bon. C'est vrai que j'oublie de préciser, mais toute la gamme sans détour que je vous présente là n'est plus éditée, évidemment. Vous pouvez la trouver à des prix exorbitants, surtout encore à l'époque. Ça a peut-être baissé un jour, je sais pas, depuis la version Edge. J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup baissé, donc voilà, les suppléments de toute façon, pour ceux qui n'aiment pas du tout la version Edge, franchement je vous comprends pas, hein, parce que voilà, il y a quand même de quoi voir venir, et c'est très très bien fait, hein. Voilà, c'est vous qui voyez, mais bon, franchement, prenez ce qui est disponible. La version Edge est là-dessus, on va dire, d'excellente qualité. La traduction est d'excellente qualité. La mise en page est même, je trouve, bien plus belle que les versions sans détour. Mais ça reste malgré tout, voilà, c'est une affaire de goût et les deux sont utilisables. Mais bon, prenez le moins cher. N'achetez pas, comment dire, les versions sans détour à un prix exorbitant, ça n'en vaut vraiment pas la peine.
Le Malleus Monstrorum, donc manuel des monstres, entre guillemets. Donc là, vous avez toutes les créatures du mythe en long, en large, en travers sur 310 pages quand même. Hein, voilà. Donc ça a été évidemment réédité après pour la 7ème édition. Je vous montrerai la nouvelle version. Mais bon, voilà, avoir les caractéristiques des monstres à Cthulhu, la plupart du temps, c'est pas très utile, à part pour les monstres, on va dire, de base, qui sont, on va dire, à la portée des PJ. Et encore, il peut y avoir des accidents. Après, les bouquins, comment dire, sur les secrets, donc je vous avais montré dans les éditions précédentes qu'il y avait donc des suppléments régionaux, donc en particulier sur le Maroc. Et là, dans la gamme française, ils ont fait donc paraître les secrets du Kenya. Intéressant si vous jouez la campagne des masques de Nyarlathotep. Je vais éternuer, attention, je le sens que ça va arriver, désolé. Donc les secrets du Kenya, oui c'est à cause de la poussière à mon avis quand j'ai fait les étagères. Les secrets du Kenya, donc avec des scénarios spécifiques, la description donc du Kenya, c'est des suppléments intéressants. Hein. Bon après c'est vraiment si vous voulez jouer dans ce contexte. Avec donc des scénarios à l'intérieur. Il y en a visiblement, j'en vois là. Ça, c'est un supplément que je n'ai pas utilisé. Ah oui, il y a 1, 2, 3, 4 scénarios, plus des annexes. Donc voilà, il y a un guide complet de la ville de Nairobi, du Kenya en lui-même, le bestiaire africain, une histoire du Kenya évidemment. Donc un bon complément pour enfin juste pour le chapitre dans les masques de Nyarlathotep. La même chose pour San Francisco. Très intéressant aussi. Voilà, moi je l'utilise même pour d'autres jeux. J'ai utilisé en particulier puisque ça a été le cadre dans ma campagne Mage San Francisco, donc j'ai été piocher des infos historiques sur la ville. Ça permet d'avoir une meilleure vision en fait de la chose. Voilà, donc ça c'est pareil. Il y a des scénarios dedans aussi, la description de la ville dans les années 20. C'est pour changer de contexte. Si à Cthulhu vous jouez tout le temps à New York, bon, de toute façon généralement vous vadrouillez partout dans le monde, mais ça peut être intéressant d'avoir quelques infos quand même pour faire des scénars un peu plus urbains. Et il y a de quoi faire, avec des bons scénarios hein, à l'intérieur. Les scénarios sont plutôt pas mal. Hein, si vraiment vous n'avez pas le temps d'en faire par vous-même. Et je vous conseillerais toujours de toute façon à Cthulhu de faire plutôt vos scénarios par vous-même, plutôt que de vous engager, on va dire, dans une grosse campagne écrite qui demande quand même beaucoup de travail. L'université miskatonique, évidemment. Donc, je vous l'avais montré, là c'est la version française. La description donc de tous les départements de l'université avec les PNJ majeurs, dont le professeur Armitage, voilà, les manuscrits interdits, etc., etc. Tout est là-dedans. Un bon complément aussi, et de quoi, et évidemment, c'est un lieu pour y faire des scénarios. Évidemment. Donc bon complément pour on va dire, le bouquin sur Arkham. Les secrets de la Nouvelle-Orléans. Donc là, on est de plus en plus fin hein, quand même au niveau de la description. Kenya était quand même assez cossu. Là, on est sur un supplément d'une centaine de pages, 110 pages, avec aussi des scénarios. Hein, mais donc, ça décrit la Nouvelle-Orléans, qui est un cadre que moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup joué à la Nouvelle-Orléans. Surtout, on va dire, pas à Cthulhu, mais à Vampire, à Mage. À Mage, tiens d'ailleurs, ils y sont en ce moment dans ma campagne à la Nouvelle-Orléans, et à Vampire, j'ai joué moult campagnes, même Werewolf. J'y ai joué aussi une chronique il y a encore pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est des cadres comme ça qui sont assez mythiques, et vous avez la possibilité d'utiliser les infos qui sont là-dedans, même pour d'autres campagnes, d'autres jeux, c'est jamais perdu. Donc, le supplément Arkham, donc là c'est la nouvelle version sans détour, avec la carte aussi. Donc, et les Arkham Advisor. Oh là là, je montre une photo de Mussolini, c'est affreux. Je vais aussi me faire striker, je pense. Mais oui, vous avez les journaux de l'époque, donc dans les années 20, c'était la montée du fascisme. Donc il y avait Mussolini en couverture, c'est normal. Voilà, calmez-vous. Donc, la description, la même hein, que la version que je vous ai montrée. Des précédentes éditions, revues et corrigées évidemment. Et on va dire, la description de la ville plus des scénarios. Alors, est-ce que c'est les mêmes scénarios? Je crois que c'est des nouveaux scénarios hein, par rapport à cette version. C'est pas les scénarios de l'ancienne version des cartes. Oui, c'est des nouveaux scénarios. Hein. D'après ce que je vois au niveau des... Il y en a visiblement 3 ou 4. Il y en a 4. Voilà, 4 scénarios. Et donc, description complète, hein, chapitre par chapitre, donc 1000 et quelques entrées. C'est quand même pas mal.
Ensuite, alors, je vous l'avais montré en VO, la voici en VF, donc c'est celle que j'utilise en ce moment pour jouer la campagne. Par-delà les montagnes hallucinées, donc un bouquin énorme, vous le voyez, donc il fait 700 pages, ouais, quasiment 670 pages. Une bonne moitié c'est les scénars, l'autre moitié c'est des annexes avec des infos donc sur l'Antarctique, donc vous voyez il y a la séparation. C'est un travail colossal, c'est vraiment... voilà. Et une campagne donc je l'ai démarré et je pense que mes joueurs ont accroché. J'ai toujours un peu peur quand je commence, hein. J'étais un peu stressé, je me dis est-ce que ça va prendre la mayonnaise comme d'habitude, avec son écran spécifique, qui dans le bon sens c'est mieux. Voilà, très inspirant aussi, une très belle illustration pour l'occasion. Un livret, donc le livret d'aide de jeu. Il n'y a pas beaucoup d'aides de jeu en fait dans cette campagne parce que voilà, c'est surtout des articles de journaux avant et après des plans en fait de ce que vous allez explorer. Mais il n'y a pas énormément de choses, hein. Ça reste extrêmement succinct et c'est largement suffisant. Voilà, c'est l'écran couverture de Marc Simonetti. Voilà, c'est ça. Je recherchais son nom. Et une carte de l'Antarctique qui était avec aussi, qui est beaucoup plus classique en termes géographiques. Voilà. Ah, mais c'est Anna et Fils. Non, non, c'est bien l'Antarctique, je vous jure. Ceux qui connaissent Bloodlust, ils sauront de quoi je parle. Voilà. Et donc, on avait ça, et on avait de quoi faire. Donc ça, il est paru, donc comme je disais, en 2010. Un énorme boulot. Le bouquin valait quand même seulement 63 €, qui pour un bouquin de 700 pages, c'est quand même pas mal. Dans les bouquins comment dire, des éditions sans détour était un bon rapport qualité-prix. On en avait pour notre argent, même si certains n'aiment pas, on va dire, leur mise en page. C'est vrai qu'à la fin, la mise en page, on avait l'impression que c'était un petit peu, on va dire, un petit peu paresseux. Moi je trouve que voilà, ça fait son taf, c'est des suppléments que j'ai toujours eu plaisir, on va dire, à utiliser. Même si je les ai pas tous utilisés, j'ai tout acheté surtout pour la collecte à l'époque. Et quand évidemment il y a eu le déstockage, j'ai complété avec ce qui me manquait. Ce qui fait que j'ai quasiment tout, il doit me manquer un ou deux suppléments qui évidemment je suis pas prêt de les acheter vu le prix auquel ils tournent en ce moment. Dans la suite des Terres de Lovecraft, donc Dunwich, que j'avais pas réussi à choper dans l'édition des cartes. Pareil, donc description de la ville, maison par maison et scénario. Un classique, indémodable. Voilà, c'est pas ma ville préférée, même si la nouvelle est sympa, hein. L'abomination de Dunwich est quelque chose de très très intéressant. Le manuel des armes, sur celui-là je l'utilise encore beaucoup, même pour la 7ème édition, parce que y a toutes les caractères des armes année par année, donc voilà, ça donne un petit caractère, on va dire, à vos parties. C'est pas d'une utilité foudroyante pour dire oh, tel flingue en telle année il faisait tant de dégâts et tout, mais il n'y a pas que les armes à feu, il y a aussi les armes blanches, les protections, voilà, il y a les armes improvisées, il y a de quoi il y a quand même de quoi faire. C'est un peu, on va dire, un peu plaisir, quoi. Il y en a, ils aiment bien quand même que leur personnage il se distingue en ayant une arme spécifique, un modèle, on va dire, mythique, etc. Moi, je leur dis, tiens, prends l'arme que tu veux, je m'en fous de toute façon. C'est pas ça qui te protégera, hein, mon gars. T'arriveras peut-être à t'en sortir, mais ça va être dur. Innsmouth, pareil, dans la suite donc des terres de Lovecraft. La description donc de la mythique ville, où là, franchement, j'adore évidemment la nouvelle qui est donc le cauchemar, c'est le cauchemar d'Innsmouth. J'y ai un petit peu fait jouer, pas trop, parce que de toute façon c'est extrêmement mortel. Là on est vraiment encore plus au niveau du huis clos dans Kingsport. C'est assez, on va dire, oppressant. Et il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer également, mais vous êtes à peu près sûr que vos PJ vont mal finir, hein, c'est à peu près sûr. Voilà, Innsmouth, d'ailleurs ça me fait penser, en ce moment je joue. Je ferai pas une vidéo spécifique parce que je sais que ça n'intéresse malheureusement pas énormément de monde, mais il y a donc pour Cthulhu un excellent jeu de cartes qui permet de retraduire au mieux l'expérience du jeu de rôle avec un jeu de cartes, donc chez FFG, qui est donc Horror à Arkham, le jeu de cartes, que je vous conseille vraiment vivement.
la campagne en particulier qui est sur la conspiration, qui s'appelle la conspiration d'Innsmouth, est vraiment géniale. Je suis en train de la jouer en ce moment avec ma femme en duo. Donc c'est un jeu de deck build, enfin de construction de deck. Donc on choisit son investigateur, on construit son deck en fonction. Moi je joue par exemple une médium qui peut lancer des sortilèges et tout, c'est génial. Elle joue une pilote avec donc des capacités évidemment de fourbasse, d'esquive, etc. Et le but évidemment c'est de se déplacer de lieu en lieu sur une map qu'on fait avec des cartes et de résoudre un scénario. Franchement, si vous n'avez pas le temps de jouer à Cthulhu, voilà, pensez-y, le jeu de cartes est vraiment exceptionnel. La boîte de base vient d'être rééditée et surtout, ils vont éditer en français, là, ni plus ni moins, en 2 boîtes. J'ai déjà la première, elle est sortie la semaine dernière par rapport à cette vidéo. C'est justement la campagne des montagnes hallucinées. Donc vous pouvez la jouer en jeu de cartes. Donc si vous n'avez pas assez de joueurs, si vous n'avez pas l'occasion, faites, voilà, il y a plus ou moins, à chaque fois, c'est 7-8 scénarios qui sont proposés pour chaque campagne. Et ça vous permet de revivre en fait un aspect du monde de Lovecraft en jeu de cartes. Le système est, on va dire, si on veut vraiment optimiser, c'est assez, voilà, c'est du jeu sérieux quoi. C'est pas n'importe quoi, mais il y a des decks d'investigateurs préconstruits. Il y en a 6 qui existent, qui sont extrêmement sympas, que j'utilise d'ailleurs en ce moment parce que moi j'avais fait mes propres decks. Hein, j'adore faire de la construction de decks. Voilà, je suis un grand fan de Magic. Malheureusement, voilà, mon porte-monnaie s'en plaint. Et donc voilà, Horror Arkham. N'hésitez pas, ça vaut largement le coup de se mettre à ce jeu de cartes si vous n'avez pas l'occasion de jouer à Cthulhu et que vous voulez vraiment ressentir les mêmes émotions quasiment que dans un jeu de rôle. Évidemment, c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de cartes, mais c'est une très très bonne adaptation. Franchement, on n'a pas fait mieux en termes de jeu sur la licence Lovecraft Cthulhu depuis Horror Arkham jeu de cartes. Les ombres du Yog-Sothoth. La version un peu augmentée par rapport à celle que je vous avais montrée. Mais on n'est pas encore dans le jour de la bête. Hein. Le jour de la bête, il est en dessous là. C'est une pavasse immonde qui là va faire craquer le plancher, j'ai l'impression, tellement c'est lourd. Voilà, donc il y avait déjà eu cette première version qui est donc une réédition augmentée, qui avait été traduite à partir de l'édition augmentée américaine. Voilà. Un supplément très intéressant pour le contexte, Terra Cthulhiana, où on vous décrit vraiment avec un souci quasiment de documentation archéologique. Je crois que c'est des suppléments qui étaient parus dans la gamme Cthulhu allemande, qui ont été traduits en français, où donc vous avez plein de lieux mythiques, historiquement, archéologiquement, qui vous sont décrits. Et des lieux, on va dire, liés évidemment aussi au mythe de Cthulhu, hein. Il n'y a pas que ça. Mais bon, voilà, donc vous avez Riley, l'île de Pâques, Malte, la Crète, la Cappadoce, la Cité sans nom, Irem, Méroé. Voilà, donc énormément de lieux mythiques où concrètement vous lisez le chapitre, vous avez quasiment une mini-campagne ou au moins un scénario clé en main. Très intéressant. Assez technique hein, quand même, hein, avec des photos d'époque pour quasiment 400 pages. C'est un truc vraiment intéressant à posséder. On est qu'au supplément numéro 20. Ensuite, évidemment, la voici, la voilà. La campagne des masques de Nyarlathotep, donc la première boîte qui était parue. Donc moi j'ai fait le différentiel en fait avec la nouvelle version, celle qui est parue juste avant la disparition de son détour. Je pense que voilà, celle-ci, elle était quand même très très bien. La nouvelle version était pas mal non plus, mais moi c'est avec celle-là que j'ai joué, que j'ai maîtrisé. Et moi je trouve qu'ils avaient fait quand même un très très bon boulot. Donc on a évidemment un livret par chapitre. Un chapitre introductif qui vous donne, on va dire, les grandes lignes de la campagne, les PNJ, plus, on va dire, les renvois, comment dire, aux aides de jeu, etc. Donc le chapitre New York, comme d'habitude, Londres, Le Caire, Kenya, Australie, Chine. Donc ils sont dans cet ordre-là, parce que le Chine est considéré comme étant le dernier dans cette version. Oui, c'est bien ça, oui. Donc ça fait quand même 6 destinations, plus donc les fameuses annexes avec les aides de jeu. Voilà, il y avait donc une version de luxe où il y avait les aides de jeu version facsimilée avec toujours la fameuse boîte d'alluettes du tigre trébuchant que tout le monde connaît, qui a fait rêver des générations et des générations. Donc voilà, et je pense qu'elle est très difficilement trouvable à un bon prix. Mais pour l'instant, tant qu'elle n'est pas rééditée, jetez-vous plutôt sur celle-là plutôt que l'édition
des masques de Nyarlathotep, la grosse pavasse, celle-ci, voilà, que j'ai réussi à retrouver pas trop cher, juste avant que, bah, c'est au moment en fait où ils avaient fait les, où ils avaient envoyé les souscriptions. En fait, ils avaient des exemplaires encore sur leur site. J'ai sauté dessus, j'ai acheté le jour de la bête en boutique, là où ils avaient fait la souscription, et j'ai acheté les masques de Nyarlathotep pas longtemps après pour clore la gamme. Ça date de vraiment de pas longtemps, hein. Ça date du coup de fin 2018, hein, 2018, ouais c'est ça. L'écran qui avait été donc spécialement fait pour les masques de Nyarlathotep, donc avec la montagne du vent noir au Kenya. Voilà, c'est mythique. Et un scénario qui avait été rajouté en plus, Singerie de Tristan Lhomme. C'est un scénario de Tristan Lhomme celui-là, qu'on peut jouer dans la campagne en guise d'interlude à New York. Voilà. Donc, s'il y a une campagne vraiment dans laquelle vous voulez vous investir, je le rappelle, hein, les masques Nyarlathotep, c'est le top du top. C'est le plus mythique, on va dire, la plus vénérable des campagnes. Elle a été rééditée de multiples fois. Il y en a encore une nouvelle édition donc, qui a été traduite pour la 7ème édition. Et c'est plutôt intéressant. Alors, je regarde parce que mes piles... Alors après, le guide de création française, les mystères de Lyon. Très intéressant. Moi, je sais que c'est un supplément que j'attendais. Il y avait un supplément pour Marseille aussi qui devait sortir. Est-ce qu'il sortira chez Edge? Pour l'instant, je crois que c'est en pourparlers, hein, mais c'était prévu chez Sans Détour avant que ça ferme. Donc, si vous voulez jouer dans un contexte français années 20, il y a de quoi faire, comment dire, avec ce supplément. Voilà, c'est très intéressant. Le supplément donc voilà, qui est un peu l'équivalent du manuel du gardien de l'édition Descartes, Necronomicon et autres ouvrages. Celui-là je l'ai beaucoup utilisé parce que dedans il y a la description non seulement des sorts de chaque grimoire du mythe connu, mais aussi de ce qu'il y a dedans. C'est assez difficile, assez souvent, de décrire ce qu'il y a dans ces manuels, dans ces grimoires impies. Là, il y a la description de ce qu'il y a à l'intérieur, plus plein de noms d'autres grimoires à usage pour vos campagnes. C'est vraiment, on va dire, quelque chose de très intéressant pour, on va dire, faire vivre justement ces grimoires, qui sinon sont quelque chose d'assez, on va dire, artificiel, dans la mesure où c'est juste un bouquin, en fait, où il y a des informations avec des sorts. Point barre, et donc vous dites, voilà, tu lis, donc tu apprends des choses sur le mythe de Cthulhu, mais concrètement, tu sais pas ce que tu apprends, quoi. Tu sais pas quelles données, quelles informations tu apprends à l'intérieur, tu sais pas pourquoi tu deviens cinglé en apprenant ces révélations. Voilà, c'est un peu léger. Donc là, il y a la possibilité, justement, de décrire ce qu'il y a à l'intérieur. Sous le ciel de sang, une campagne année folle, donc en France, donc là de création française par Tristan Lhomme. Celle-là, je ne l'ai pas jouée, mais elle est plutôt pas mal, hein, donc dans un contexte, on va dire, qui est, on va dire, celui de la France de l'entre-deux-guerres, avec donc c'est combien de scénarios dans celui-ci? Donc les données historiques, ouais voilà, c'est une campagne, le drame, donc ouais, c'est une grosse campagne en fait, donc de 130 pages, hein, après avec plein d'aides de jeu. Voilà, celle-là, comme je vous dis, je la connais pas, mais je pense qu'à mon avis, elle a son intérêt. Enfin, je l'ai pas fait jouer, quoi. C'est pour ça que je vous dis que je la connais pas. C'est parce que je l'ai pas préparé. Le guide des années 20. Il y avait une version aussi collector en grosse boîte. Donc là, c'est pléthore de photos d'époque. Voilà, c'est même trop. Hein. Il y a énormément de choses. Il y a à boire et à manger, donc sur 550, ouais, c'est quasiment 550 pages. C'est extrêmement, c'est intéressant hein, parce que voilà, avoir compilé pas mal de données comme ça sur le contexte, mais c'est trop quoi. Franchement, c'est trop sur la mode, sur les loisirs, sur plein de petits détails donc civilisationnels, surtout sur la société en fait des États-Unis dans les années 20. C'est surtout centré là-dessus hein, quand même. C'est intéressant, il y a des belles photos à montrer à vos joueurs, de quoi on va dire vraiment enrichir votre contexte, émailler le tout, on va dire, de données historiques vraiment d'un grand intérêt, mais bon, c'est quand même des sacrés pavasses assez indigestes à gérer. Un autre guide par contre plus intéressant, c'est le manuel des investigateurs, donc l'équivalent de celui pour la 5e édition. Donc là vous avez pareil, description
d'énormément de choses pour créer son investigateur, avec donc la reprise dans le système de la sixième édition des données pour créer en fait votre investigateur avec des nouvelles professions, etc. Ce qu'on appelle donc les occupations, donc qui sont décrites de la même manière, hein, donc avec les compétences qui vous sont conseillées, les avantages, les compétences, les particularités, donc les petits bonus que ça vous donne, les cercles d'influence, donc quels sont vos contacts, l'équipement fétiche, le niveau de vie. Voilà, avec ça, ça permet de créer dans le système 6ème édition, de la même manière qu'avec la 5ème, vos investigateurs de manière détaillée et avec plein d'infos, on va dire, pour enrichir votre personnage. Même si, bon, s'attacher à son personnage dans Cthulhu, c'est dangereux. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Vaut mieux pas, parce que parfois, ça peut terminer très très vite. Les nouveaux contes de Vallée du Miskatonic, c'est une réédition aussi d'un supplément qui existait pour la 5ème édition que je n'ai pas. Et donc voilà, il y a dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios. Voilà, et donc c'est un supplément classique aussi qui a été réédité justement chez Sans Détour pour rafraîchir la gamme d'une certaine manière qui n'existait plus chez Descartes. Puisque Descartes n'existait plus à l'époque. Les demeures de Riley, pareil, recueil de scénarios. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sur le thème en fait de Riley. On peut les lier normalement. Je sais que j'en avais. Et puis il y a un lien aussi normalement avec les contrées du rêve un petit peu. Hein. Mais. Ouais, non, pas forcément, mais bon, si on peut lier de toute façon toujours un petit peu les contrées du rêve. Au scénar Cthulhu. Ceux-là, franchement, je les ai pas fait jouer, mais on va dire les suppléments de scénario étaient toujours assez utiles et celui-là m'avait l'air quand même, quand je l'ai parcouru, plutôt intéressant. Le nouveau, donc, par rapport à celui que je vous avez montré, sciences forensiques et psychologie criminelle. Donc là, c'est la version augmentée. Il a quasiment doublé de volume du premier supplément que je vous ai présenté au début, qui est vraiment, voilà quoi. C'est encore pléthore d'informations sur, on va dire, la médecine légale, la criminologie, etc. C'est très intéressant, mais par contre, voilà, il y en a des pages et des pages et des pages et des pages. Il y en a trop, quoi, même trop. Mais bon, si vous avez le souci, on va dire, de l'exactitude, et voilà, ce genre de suppléments sont plutôt intéressants à posséder. Une campagne que je n'ai pas fait jouer, mais que j'aimerais bien jouer un de ces jours, le rejeton d'Azathoth. Pareil, version révisée de la campagne du rejeton d'Azathoth qui existait. Je savais bien que la poussière allait me faire tousser à un moment ou à un autre. Elle existe en version de luxe aussi, en grosse boîte, avec plein d'aides de jeu, plein de facsimilés, etc. Avec également son écran spécifique, qui est pareil, très très sympa, qui met dans l'ambiance. Donc voilà, là c'est pareil, encore réédition d'une campagne mythique, le rejeton d'Azathoth, qui n'est pas la plus connue, mais qui je pense peut ravir certaines personnes. Pareil, ça fait voir du pays, ça fait jouer dans d'autres parties du monde. Voilà, c'est plutôt l'écran, moi je le trouve plutôt sympa. Il y a quand même quelque chose de... Il a son cachet, va-t-on dire. Encore un écran d'ailleurs de Marc Simonetti, je crois. C'est à peu près lui de toute façon qui faisait toutes les couvertures et les écrans des suppléments de chez Sans Détour. Hein. Ils l'ont eu jusqu'à l'édition de la 7ème édition. Voilà, donc une campagne complète qui va vous emmener, donc normalement c'est en Amérique du Nord, dans l'océan Indien, au Tibet, dans les contrées du rêve. Il y a énormément de choses et une campagne de 300 pages. Voilà. Qui est, on va dire, un must-have aussi. Hein. Dementiophobia. Donc c'est le 33e supplément. Dites 33. Donc là, tout sur la folie, sur, on va dire, le côté... on va dire vraiment étude psychiatrique du terme, avec des descriptions également, des scénarios basés donc autour justement de la folie, du traitement de la folie, voilà. Et c'est pas un supplément que j'ai utilisé encore. Je vous dis, il y a trop. Et donc 3 scénarios à la recherche du passé perdu en morceaux et le sanatorium. Donc plein de données en fait sur la folie purement et simplement, sur
la vérité, comment dire, de la folie, les maladies qui rendent fou, etc. Le traitement des maladies, le traitement des malades mentaux, etc. C'est parfois c'est un peu dur hein, quand même, mais bon, ça reste un supplément, on va dire, plutôt intéressant. Euh, donc les nouvelles aventures dans la région d'Arkham. Donc là, pareil, ça doit être aussi une traduction d'un supplément qui existait déjà pour la 5e édition. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios, dont un qui se passe à Kingsport, visiblement, le premier, à la recherche du futur perdu. Voilà, et surtout dans les régions de Lovecraft, hein, donc voilà, c'est dans la région d'Arkham, donc on est toujours dans cette région-là. Celui-là, je ne l'ai pas fait jouer non plus. Il faut dire, il y a énormément de choses quand même, il y a énormément de matos. Hein. Donc Byzance 800, un supplément de contexte historique pour Cthulhu, de création française, par donc Éric Dubourg, Benjamin Hoth et Cédric Turmel. Donc Benjamin Hoth étant l'un de mes anciens joueurs, un petit jeune que j'ai initié au jeu de rôle à l'époque. Ben, si tu nous regardes, voilà. Et Éric Dubourg, qui est aussi quelqu'un que je connais pas mal, avec qui on partage, on va dire, des passions pour les mêmes jeux et on collabore, on va dire, sur des jeux quand on est un petit peu de l'autre côté de l'écran, c'est le cas de le dire, de l'autre côté de la barrière en tant qu'auteur, relecteur, traducteur, etc. Et donc ils ont fait un travail, mais alors, commasse, donc un bouquin donc, de 430 pages sur la description donc, de l'Empire byzantin donc, au Haut Moyen-Âge. Une mine, comment dire, au niveau on va dire, précision, contexte historique et qualité historique surtout. Et c'est vraiment, je trouve, voilà, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le jouer. Bon, moi, l'histoire byzantine, j'en ai un peu un mauvais souvenir parce qu'on avait une prof qui était vraiment affreuse, même si ses cours étaient excellents, hein, mais alors elle, humainement parlant, elle était vraiment abominable. Et enfin, le manuel de l'équipement. Donc là, c'est pour avoir vraiment quelque chose d'exhaustif. C'est là-dedans, vous avez tout l'équipement pour l'investigateur. C'est vraiment, voilà, on est entre Bricorama, Ikea et etc. Tous les magasins où vous pourrez trouver, voilà, c'est le Walmart, comment dire, pour ceux qui connaissent un peu le contexte américain. On trouve tout, quoi. Voilà, tout le matériel pour partir en expédition, camping, vraiment exploration sauvage. Voilà, il y a tout. Tout est là-dedans. Si vraiment vous n'avez pas d'idée, vous dites ah bah tiens ça pourrait être sympa pour ma. Et tout est décrit, les véhicules. Et c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs dans celui-ci, c'est que vous avez quand même le description donc des véhicules en fonction de l'époque, donc pareil, les appareils photo, les appareils de mesure, les montres, la mode, etc. Tout y est. Y a les avions, voilà. Donc c'est un supplément intéressant pour justement de création française, pour, on va dire, enrichir les parties, comme d'habitude, comme dirait la chanson. Après, que puis-je vous montrer d'autre? Alors, on arrive aux grosses campagnes. Alors la première d'entre elles, les Terreurs sur l'Orient Express version boîte. Donc là c'est l'édition classique. Il y avait une édition prestige encore avec les fameux facsimilaires. Ils avaient l'habitude chez Sans Détour de faire deux éditions. Voilà, donc avec le guide du voyageur. Donc je vous dirai jamais assez de bien de cette campagne. Voilà, avec là-dedans toutes les informations en fait de chacune des étapes de la campagne pour avoir des informations sur Londres, sur Paris, donc sur Venise, puisqu'il y a donc sur Lausanne, sur l'Italie, sur Milan, Trieste, Belgrade, puisque donc ça c'est toutes les Sofia, c'est toutes les étapes de la campagne, et Constantinople, enfin Istanbul. Voilà. Les bouquins étaient vraiment, moi je trouve super jolis. Voilà, donc ça se présentait la campagne en 3 tomes. C'était plutôt bien fichu, avec un effet un peu pub des années 20, carte postale. Celle-là, je l'ai jouée, donc celle-là, je pourrais vraiment vous en dire beaucoup, mais je veux pas, on va dire, déflorer trop le sujet. L'important à dire, c'est que voilà, vous allez vivre en fait une aventure extraordinaire où vous allez tenter donc de rassembler les éléments en fait d'une statue pour éviter le pire
éviter déjà que les méchants s'emparent, et aussi on va dire, en évitant soi-même de sombrer dans la folie ou de mourir même en le faisant, avec à chaque fois vraiment des scénars. Oh là là, il y en a certains, ils sont vraiment extraordinaires. Je me souviens qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Le scénar qui se passe à Paris est plutôt sympathique. Le scénar à Trieste aussi est très sympa. Il y avait un scénario également qui se passait. Donc c'était normalement à c'est Vinkoci ou Belgrade. Je vais regarder. Voilà, la petite chaumière dans les bois. Belgrade, qui est un scénar que j'ai beaucoup aimé aussi sur on va dire le mythe de Baba Yaga vu par le mythe de Cthulhu, qui est vraiment juste excellent. Et voilà, mes joueurs l'ont fait. Il y a eu des morts, hein, là, franchement, il y a eu du perso qui a volé. Et ils n'ont même pas été jusqu'à la fin. En fait, ils ont vu qu'il y avait un problème et que s'ils allaient jusqu'à Constantinople et que même ils retournaient à Londres, puisque normalement c'est ce qui est prévu, il allait y avoir des problèmes. Donc ils ont géré l'intrigue autrement et ils ont réussi donc à se débarrasser de cette vilaine statue maudite une fois qu'elle était rassemblée, en gardant à peu près leur santé mentale. Voilà, c'est une campagne, je pense, moi, ouais, voilà, c'est celle-là que je choisirais moi si j'avais à choisir entre celle-ci et les masques de Nyarlathotep. Moi, c'est ma top numéro 1, même si, bon, voilà, la plus classique, évidemment, c'est les masques de Nyarlathotep, et c'est celle que, on va dire, la plupart des gens ont joué. Un dernier supplément. Alors, je vais faire dans l'ordre avant de faire avec les suppléments de la 7ème édition. Oui, parce que là, j'ai terminé donc avec les suppléments de la 6ème édition. Si je vous présente quand même l'édition anniversaire, 30 ans. Donc, c'est celle qui est parue donc normalement en 2011. Ils ont fait l'édition 30e anniversaire en VO, donc elle a été traduite. Ah non, elle date de 2008. Non, août 2011, oui, c'est bien ça. Mais voilà. Donc c'est l'édition spéciale 30e anniversaire, avec une couverture très sobre, mais le bouquin est tout en couleur. Il est très très beau. Franchement, il est magnifique. Il reprend d'ailleurs pas mal d'illustrations de couverture. Donc là, par exemple, illustration de la campagne des masques de Nyarlathotep. C'est le même système, hein, il n'y a rien qui a été changé. C'est juste que voilà, on va dire, au départ, ils avaient pris pour habitude de mettre des nouvelles de Lovecraft. Là, donc il y a la nouvelle de l'appel de Cthulhu qui est en préface. C'est plutôt, on va dire, si vous ne l'avez pas, bah, au moins vous pouvez la lire, elle est dedans. Et donc tout en couleur avec de super illustrations. Les mêmes règles en fait que la 8ème édition que je vous ai. L'édition de 2008, la 6ème édition que je vous ai montré avant, c'est la même. Avec également des encarts sur justement les suppléments mythiques de la gamme, etc., etc. En fait, ils ont fait vraiment une édition. Voilà, par exemple, ils décrivent aussi même les jeux de plateau. Donc là, il y a Horror Arkham, le jeu de plateau. Voilà, le Horror Arkham jeu de cartes dont je vous ai parlé avant n'existait pas encore. Donc, voilà, et vraiment avec des encarts tout en couleur, franchement. Si vous arrivez à la trouver, à la choper celle-là, elle est vraiment pas mal. Bon, par contre, elle sera pas donnée. Hein. Je pense qu'à mon avis, vous la choperez pas à moins de 100-150 euros si vous avez du bol. Ils avaient fait également un écran spécifique pour cette édition 30e anniversaire. Donc moi je trouve pas très inspiré, pas très beau, hein, franchement. Voilà. Bon, pourtant ça a le mérite d'être voilà, un grand rituel de cultiste. Mais non, là je trouve que l'illustration elle passe pas bien. Avec évidemment un scénario spécifique. La quête d'Ira, non. Évidemment un jeu de mots avec Iranon, qui est on va dire une cité mythique de la des contrées du rêve, mais aussi qui existe dans le monde physique, quoi, qui est normalement justement au Groenland. Voilà. Alors attendez, je cherche mes endroits où ranger tout mon bazar. Donc était également paru pour voilà, la gamme Delta Green. Donc là elle est plus complète que celle que j'ai en VO. Donc ils avaient fait une réédition révisée du bouquin de base. Donc c'est le même en fait que l'édition
des cartes des années 90 qui devaient dû sortir en 95. Et donc, ils ont rafraîchi la chronologie donc jusque dans les années, on va dire, où ils ont sorti le bouquin, c'est-à-dire en 2011. Voilà, donc il y avait des informations jusque la décennie 2010. Plus un écran spécifique que là, je trouve plutôt pas mal. Voilà, donc là, l'écran est très inspirant, il fait vraiment enquête sordide, polar. L'écran est très très beau. Avec un scénario, Nuit de poker, qui est un scénario de Denis Datwiller et Adam Scott Glannet. Donc à mon avis ça doit être une traduction d'un scénario Delta Green qui existait en VO. Et là j'avoue que j'ai pas de... Je ne me souviens pas, on va dire, de ce scénario. Ah, et c'est là que je vois que le plastique, il a pris un fond. Bon, c'est pas grave. Il est encore utile. Donc on avait après ensuite les suppléments. Voilà, l'édition française avec une nouvelle couverture, sans la swastika qui fâcherait les gens sinon, pour être beaucoup plus politiquement correct. Et donc avec pareil la description de toutes les organisations donc gouvernementales de par le monde, et les agences en particulier d'espionnage, de contre-espionnage de tous les pays du monde. Eyes Only avec encore en plus des scénarios ainsi que la description de cultes supplémentaires, de précision en fait sur les différentes conspirations supplémentaires. Et il y a donc 3 scénarios à la fin du voilà, et donc la description donc sur la machination des Migos, sur la destinée et le projet Rainbow. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais bon, il y a plein on va dire d'organisations extrêmement importantes dans Delta Green, donc Delta Green elle-même et également ses ennemis, le Majestic 12. Voilà, la Karotekia, qui sont donc les vilains nazis de l'histoire. C'est pour ça qu'ils étaient en couverture, c'est parce que ils ont leur propre organisation de cultistes vilains qui font que des bêtises. Target of Opportunity, le dernier supplément qui était sorti pour la gamme, qui décrit encore en fait des organisations. Et dans celle-ci, il n'y a pas de scénario. Mais par contre, il y a des idées de scénario. Il y a de quoi faire quand même avec les idées qu'il vous propose. Alors après, avant la 7ème, si on est dans la chronologie, il y a eu donc la traduction de la gamme Achtung Toulouse, sans swastika sur la boîte évidemment. Donc là on vous propose de jouer à Cthulhu dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, avec le système en système Chaosium, en basic system, et il y a également, je crois, c'est le système, Savage War, voilà, c'est ça. Donc vous avez dans cette grosse boîte qui est plutôt intéressante le guide pour créer votre investigateur, donc créer votre membre, on va dire, d'une armée, on va dire, soit alliée, soit de l'Axe. Les deux sont possibles en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez jouer. Si vous voulez jouer en fait des alliés qui veulent combattre les vilains méchants, ou on va dire des Allemands qui, bien malgré eux, essayent d'échapper, on va dire, aux obligations qu'ils ont en étant dans l'armée allemande ou en étant membre du parti nazi, etc. Tout est possible en fait, à faire des retournements évidemment, des gens qui vont des quêtes en quelque sorte on va dire de rédemption par rapport à des gens qui ont été contraints à faire des horreurs et qui vont... tout est possible dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec un écran spécifique qui est beaucoup plus pulp. On est dans une ambiance de Toulouse beaucoup plus pulp. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais dans la 6ème édition, ils proposaient plusieurs ambiances également. Donc on pouvait jouer vraiment en ambiance horreur investigation, ou jouer dans l'ambiance justement pulp, qui était donc du coup c'était moins mortel et plus aventure, plus héroïque entre guillemets. Donc là évidemment on vous propose beaucoup plus de jouer des membres, on va dire, de l'armée, des armées, on va dire, des alliés. Mais il y a toute possibilité aussi de surprendre ces joueurs, si évidemment ils sont d'accord, pour leur faire jouer donc des soldats de la Wehrmacht qui vont devoir, on va dire, découvrir les horreurs faites par les vilains, leurs vilains, on va dire, chefs, leurs vilains dirigeants,
et qui vont se retourner contre eux dans le contexte de la guerre pour leur faire éviter de faire de commettre des choses irréparables en allant taquiner, on va dire, des choses occultes, des choses indicibles comme on peut en avoir dans Cthulhu. Mais en tout cas, voilà, tout est possible. Et donc j'avais eu 2 suppléments, je les ai pas tous, hein, mais bon, j'avais acheté vraiment ceux que j'avais trouvé intéressants. Donc sur le front de l'Est, où donc là, on va jouer des Russes ou des Allemands qui sont confrontés au mythe en plein milieu, on va dire, de la bataille de Stalingrad, ça peut toujours être intéressant. Et donc le guide du Pacifique, où là, on peut jouer justement des Américains ou des Japonais qui, pareil, sont confrontés au mythe. On peut vraiment tout voir, tout faire hein, avec Artum Toulouse, et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc là j'ai terminé avec la gamme de la 6ème édition, donc là je vais passer... Ah si, j'en ai encore un à vous montrer avant de vous gérer une première pavasse, une deuxième pavasse, donc ça c'est les pavasses de la 7ème édition. Il y a une pavasse que j'ai oubliée, c'est la réédition du Cthulhu 90, donc celle-là elle est... Voilà, pareil, hein, extrêmement grosse. Donc là, elle était présentée en boîte, mais oui, je crois qu'il y avait possibilité quand même d'acheter les bouquins séparément. Mais il y avait une boîte de collector qui était possible, en édition limitée. Donc là, c'est la réédition en fait, du Cthulhu by Gaslight, revue, corrigée, augmentée encore par les soins de Sans Détour. Donc voilà, comment jouer dans le contexte du 19e siècle, investigation, ambiance victorienne. Il y avait aussi un très très gros guide de Londres, voilà, qui était pléthorique aussi. Avec donc là, les gens avaient vraiment hurlé au niveau de la mise en page. Visiblement, ils avaient trouvé ça un peu paresseux. Je me souviens à l'époque. Il y avait un guide intéressant aussi sur l'ésotérisme dans les années 1890. Je ne le montre pas trop parce que visiblement, il y a des femmes un peu dévoilées et dénudées sur la couverture. Sinon, je vais encore me faire striker. Enfin, je pense que je vais me faire. Je me suis jamais fait striker pour l'instant, mais je pense que ça va commencer. Voilà. Donc, voilà, le contexte ésotérique de l'époque avec donc les sociétés occultes, les sectes, etc. Un écran spécifique, comme d'habitude, pour cette gamme, que je trouve plutôt joli en plus. Il est vraiment réussi celui-ci. Même si les tables derrière ne changent quasiment jamais. Hein. C'était un peu le problème des écrans sans détour, c'est que ça ne changeait jamais. Voilà, un scénario, le temps d'un week-end, et plein d'aides de jeu de cette édition collector. Donc il y avait moult choses et facsimilés. Donc un plan de Londres, le plan de Londres, les horaires de l'omnibus, l'atlas de poche et des posters, on va dire, qu'on pouvait afficher au mur avec donc des illustrations plutôt réussies. Voilà, donc ça c'était la version collector. Celle-ci, comme je vous ai dit, voilà, le contexte victorien, j'ai joué quelques scénarios, mais je ne l'ai jamais trop utilisé. J'ai dû jouer voilà, donc, le scénario rétro qu'il y a dans la campagne justement de l'Orient Express, qui propose en fait de jouer un scénar qui s'est passé avant pour expliquer certains événements de la campagne, qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, et un petit scénario que j'avais écrit aussi pour jouer dans ce contexte. Alors maintenant, on attaque les pavés qui sont très très lourds et qui vont me déboîter les poignets, et avec qui je risque d'avoir des accidents. Le coffret prestige de la 7ème édition. La pavasse de chez Pavasse, si celle-là vous la balancez dans la tête de quelqu'un, il est décapité. C'est à peu près sûr, ou alors il est écrabouillé. Moi déjà, là je commence à ne plus sentir mes jambes, rien que de l'avoir sur les genoux. Donc c'était une souscription à l'époque qui était quand même qui a été un énorme succès, qui a été le plus gros succès d'ailleurs des souscriptions à l'époque. Oui, je mets un petit coup de chiffon parce que là j'ai vu qu'il y avait de la poussière. Désolé, hein, c'est maniaquerie. Et voilà, ça a été on va dire une grosse boîte pleine à craquer de matériel qui est vraiment voilà. Celle-là, je l'ai pas mal utilisée quand même. Donc avec dedans de la mousse, vous en fichez. Et donc énormément de matériel. Donc il y avait évidemment un manuel du gardien avec tout le système de jeu, la création de personnages, ce que les joueurs, on va dire, n'avaient pas, les informations auxquelles ils n'avaient pas le droit d'avoir accès, c'est-à-dire les sorts, les monstres, etc. Enfin, pas les monstres, mais en tout cas les sorts.
parce qu'il y a un manuel pour les monstres. Le manuel de l'investigateur, celui-là, vous pouviez le filer aux joueurs. Et donc c'est vraiment le modèle qui va définir Cthulhu maintenant. La septième, c'est un manuel de l'investigateur et celui-ci et un manuel du gardien. Comme ça, les infos sont séparées, il n'y a plus de problème. Donc là, tout pour créer son investigateur. Voilà, c'est le même que pour la version... enfin, il a été retraduit quand même dans la version Edge. Aventure effroyable, donc on avait un supplément de scénario. Donc là-dedans, il y avait, en dehors des marque-pages en cadeau, donc c'était du papier glacé, hein, toujours noir et blanc, avec des couvertures donc couleur. Et c'était essentiellement noir et blanc. Les maudits de Tristan l'Homme, Muse équivoque aux yeux de sel de Tristan l'Homme, voilà, donc surtout des scénarios de Tristan l'Homme. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin en plus des aides de jeu, donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scénarios, à différentes époques en plus, assez originaux. Écrit donc en particulier par Tristan l'Homme, qui est le spécialiste français, on va dire, du scénar Cthulhu, qui a écrit dans Cassius Belli pendant des années et qui a donc continué. Il y a eu son supplément d'ailleurs spécifique où il rassemblait tous les scénarios de Cassius Belli qui avaient été édités par son détour. Alors celui-là, je ne l'ai pas justement, ça s'appelle Le Musée de l'Homme. J'ai cherché à le trouver, mais bon, moi à l'époque, j'avais pas eu intérêt vraiment à l'acheter dans la mesure où j'avais tous les Cassius Belli avec les scénarios en question. Là, je le regrette un peu, j'aurais dû quand même acheter cette boîte, parce que maintenant, elle est plus du tout trouvable à un prix, on va dire, intéressant, ou plus trouvable du tout. Le Codex de l'Innommable, qui permet, on va dire, donc celui-là, c'est un peu la revue, comment dire, du guide des créatures de Cthulhu que je vous avais montré pour les précédentes éditions. Donc là, vous avez en couleur la description des créatures avec leur illustration sans les caractéristiques. Le Malleus Monstrorum, donc là on a le manuel des monstres revu et corrigé pour la 7ème avec donc les caracs de la 7ème édition. Donc oui, d'ailleurs je vais m'attarder un petit peu sur le système de la 7ème en passant. Donc là, dans la 7ème édition, le gros bouleversement, entre guillemets, donc il y a déjà donc une nouvelle liste de compétences. Donc on retrouve de nouveau l'esquive. Par rapport à la 6ème édition, on retrouve TOC, quasiment la compétence trouvée objet caché, qui est assez mythique, fait tout et n'importe quoi. Donc avec ça, ça remplace la vigilance, ça remplace un peu tout. Avec TOC, vous pouvez tout faire. Et les caractéristiques sont maintenant décrites directement sur 100. Plus, ils ont rajouté une caractéristique chance, qui permet de modifier ces jets de dés en baissant en fait ces points de chance pour, on va dire, autant de points de chance qui vous sont nécessaires pour réussir le jet de dés raté. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une compétence à 50%, que vous faites 65, au dé 100, vous devez dépenser 15 points de chance, ça fait beaucoup quand même, pour réussir votre jet de dés. Il y a possibilité de doubler les jets de dés, il y a les dés d'avantage et de désavantage, système issu de la 4ème édition de Donjons et Dragons. Ce qui veut dire que dans certaines circonstances, vous avez un dé d'avantage, vous prendrez le meilleur des 2 dés 10 de dizaines que vous lancez, ou si c'est un désavantage, le plus faible des 2 dés 10 que vous lancez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme modification? Il y a également donc les compétences, les malus sont exprimés en fait en pourcentage de votre compétence de base, c'est-à-dire vous avez votre compétence et vous avez à calculer en fait la moitié de la compétence, le 20e de la compétence, et ça vous permet directement d'avoir le pourcentage que vous devez faire en fonction de la difficulté qu'impose le gardien des arcanes. C'est pas mal, hein. C'est une bonne idée. Moi, je sais que je l'utilise assez rarement. Je regarde surtout j'ai l'habitude de regarder la marge de réussite, moi, donc ça revient au même d'une certaine manière. Et au niveau, comment dire, des oppositions, donc il n'y a plus du tout l'utilisation de la table de résistance, qui était déjà quasiment plus utilisée dans la 6ème édition. Là, en fait, si la compétence a un certain pourcentage, elle impose un malus à l'autre, c'est-à-dire que si par exemple en défense, il a plus de 50%, si mes souvenirs sont bons, dans sa compétence de défense, genre esquive, il va, on va dire, diminuer, il va réduire votre compétence d'arme, il va la diviser par 2. Et donc ça, c'est déjà calculé sur la feuille de personnage, puisque vous avez calculé la moitié, le 20e, le 20e, oui, c'est 6, c'est le 5e, pardon. Voilà, excusez-moi.
le cinquième de la moitié de la compétence, le vingtième, pas le vingtième, donc le cinquième de la compétence, excusez-moi, et etc. Voilà. L'écran donc spécifique de la septième que moi je trouve très très beau. Voilà, voilà. Et parce que le vingtième, vous l'aurez compris, évidemment, c'est 5% hein, de la compétence. Mais c'est moi qui réfléchit, enfin qui parle plus vite que je ne réfléchis, parfois. Excusez-moi. Plein d'aides de jeu, donc avec des plans, on va dire, de toutes les villes importantes de l'univers de Lovecraft. Tout était dedans. Les accessoires du gardien aussi, qui étaient avec l'écran. Alors tout ça, ça existait évidemment séparément. Hein. Ça a été vendu en boutique à l'époque de manière séparée. Et donc après, dans le fond de la boîte, après qu'on avait retiré tous les suppléments, il y avait encore des choses. Donc il y avait une bourse avec des dés. Voilà, les dés n'étaient pas super beaux, mais il y avait le dé justement de dizaines bonus-malus, donc avantage désavantage. Une clé USB avec tous les suppléments de la boîte en PDF. Un critérium, le voilà. Et il y avait également des cartes, et ça les cartes étaient très très bien vues. Alors ça je vais vous les montrer. Il y avait donc les caractéristiques de Lovecraft. Oui, il était en... Et plein de pré-tirés en fait, dont les dessins en fait, les visages, étaient le visage des souscripteurs qui avaient, on va dire, payé le supplément pendant la souscription. Ce qui fait qu'on se retrouve avec même parfois, on va dire, des gens connus. Je vais essayer de le retrouver si je ne l'ai pas. Voilà, il y a donc les portraits des souscripteurs. Et moi j'en connais surtout un. Où est-il? Il va pas me dire qu'il est tout à la fin quand même. Voilà, l'aliéniste qui était, en fait, c'est Pierre Rosenthal, l'auteur mythique donc de Simulacre et de Captain Voodoo, pour ceux qui... du système de jeu, en tout cas Simulacre, qui motorise Captain Voodoo. Voilà, donc il y avait quand même quelques gens connus qui s'étaient fait comme ça croquer. Alors il y avait aussi donc des fiches pour les créatures, donc les créatures plus classiques, hein, donc les animaux. Et il y avait la même chose en fiche également, les monstres. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. C'était les fiches de monstres, donc il y avait l'illustration d'un côté et les caractéristiques de l'autre. Et ça c'était plutôt bien vu. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas refait ça plus tard, parce que c'était quand même plutôt utile. Même si bon, c'est quand même un matos qui est assez pénible à manier, hein, parce que la boîte, elle est d'une lourdeur. Voilà, la boîte, elle doit faire quasiment 20 kilos. C'est quand même assez... mais il y a du matos. On va dire qu'avec cette 7ème édition là, vous étiez bien parti pour faire votre campagne Cthulhu, pour jouer à Cthulhu. Les autres qui étaient parus, alors je vais passer déjà à celle-ci. Une énorme campagne, pareil avec des aides de jeu. La campagne des 5 supplices, qui avait créé une polémique abominable à l'époque, parce qu'ils avaient fait en cadeau, dans la souscription, il y avait la possibilité d'avoir une sacoche en cuir, ça avait fait polémique parce que c'était pas du cuir. Alors bon, évidemment, voilà, ils se sont excusés, bah oui, mais nous on n'y connaît pas, on n'est pas maroquinier, gna gna gna. Mais bon, n'empêche que les gens avaient râlé. Moi je vous dis un truc, voilà, il y en a beaucoup qui se sont plaints parce qu'elle s'est très très vite détériorée. Moi, ma femme l'utilise toujours pour ranger ses classeurs de personnages et elle a aucun problème, elle n'a pas bougé. Donc j'ai peut-être eu du bol. Donc pareil là, un matos pléthorique pour jouer donc cette campagne de création française, voilà, qui permet en fait de voyager donc en Asie jusqu'en Chine évidemment, de découvrir donc un aspect particulier qui a été développé pour l'occasion, qui est donc le monde des ombres. Je ne l'ai pas encore joué, je pense que je la ferai jouer un de ces jours. C'est quand même assez particulier, voilà, donc plein de... Chaque scénario donc c'est un livret, comme à peu près pour... c'est un peu le même modèle que pour la campagne des masques de Nyarlathotep. Et donc avec un écran spécifique, l'écran était très très beau. Je vais vous le montrer, au moins l'écran. Et après il y avait un coffret avec plein d'aides de jeu divers et variés. Voilà, donc ça c'était l'écran spécifique des 5 supplices. Donc pareil, ça c'est introuvable. Plein d'aides de jeu, hein. Vous voyez, il y a
il y a de quoi, il y a du matos, et donc une boîte avec des facsimilés. Alors je sais plus ce qu'il y avait, tellement il y avait de choses qui étaient proposées dans cette édition. Là c'est l'édition de luxe. Je vais essayer de la ressortir sans tout broyer. Parce que c'était assez fragile. Avec leur sacrée boîte à la noix version cornflakes. Donc voilà, il y avait les fiches spécifiques, alors, en plus, voilà, tout s'est barré, sinon c'est pas drôle. Alors, voilà, les cartes, donc il y avait les formats cartes que moi j'aime beaucoup pour les monstres et pour les différents protagonistes. Voilà. Donc il y avait chaque PNJ avec qui était décrit uniquement en fait par son titre, sa nationalité, ses objectifs et ses traits de personnalité majeurs. Il y avait des petites pièces comme ceci, voilà, qui permettaient normalement, je crois, si mes souvenirs sont bons, de faire de la divination. Des petits stands en plastique et donc les fameuses fiches de monstres ou de PNJ typiques. Et il y avait également voilà, un facsimilé, donc c'était censé représenter en fait un tatouage sur peau humaine, je crois, qui on va dire qui a de l'importance dans la campagne. Si mes souvenirs sont bons, parce que la campagne, je ne l'ai pas préparée, donc je l'ai juste parcouru à l'époque où j'ai reçu le supplément. Et c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Je pense que c'est une campagne qui est assez dure. Assez dur quand même à jouer. Je sais que les gens de la cellule, donc Romaric Briand et ses acolytes ont joué la campagne. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller sur le podcast de la cellule pour avoir le compte rendu de leur expérience de cette campagne. Voilà. Mais moi je ne l'ai pas encore joué celle-là, donc je ne pourrais pas vous en dire pour l'instant grand chose. Un supplément après qui m'a marqué, qui a été aussi un gros succès de financement participatif. De toute façon, tous leurs financements ont été un succès. La boîte des contrées du rêve. Alors là, c'est magique. Pareil, moult suppléments et on va dire facsimilés comme ils avaient l'habitude d'en faire. En particulier, il y a une clé. Donc cette clé-là en métal, si j'arrive à la ressortir, je vais vous la montrer. Celui-là, ce supplément-là, je l'ai utilisé. Parce que dedans, il y a quoi? Il y a la description des contrées du rêve, évidemment. Mais il y a surtout la nouvelle édition de Kingsport avec la fameuse maison dans les brumes en haut de la falaise. Et ça, je l'ai joué, j'ai refait jouer, comment dire, il n'y a pas très longtemps dans ce contexte-là. Il y a évidemment plusieurs campagnes. Donc il y a la pierre onirique, une mini-campagne. Une autre grosse campagne, donc le sens de l'escamoteur. Et murmure par-delà les songes. Donc à chaque fois, chaque supplément que je vous montre là, c'est un gros scénario, une mini-campagne. Plus donc tiens, c'est bizarre, je ne l'avais pas rangé dedans. C'est le livret de campagne des contrées du rêve, voilà. Avec le livret de l'écran, visiblement, c'est le livret de l'écran. Sauf que l'écran, je ne l'ai pas rangé du coup au bon endroit. Là je m'aperçois parce que l'écran je l'ai utilisé. Donc il y a tous les aides de jeu en fait des campagnes qui pareil étaient dans des sachets plastiques. Je les ai remis dans des sachets moi-même, des sachets avec le haut qui colle pas parce que sinon ça abîme les bouquins. L'écran des contrées du rêve est vraiment magnifique. On s'y croit, hein, vraiment, on a l'impression vraiment d'y être. C'est très beau. Donc je vais en profiter pour le ranger dans son véritable sachet où il aurait dû demeurer. Voilà. Et donc il y avait en plus donc de écran aide de jeu comme d'habitude. Une boîte format cornflakes qui est particulièrement voilà, en plus c'est débiné. Donc la fameuse clé. La voici, qui donc a son petit compartiment dans la boîte. Et donc les monstres des contrées du rêve en fiche. Pareil. Donc tous les monstres des contrées du rêve décrits avec des fiches cartonnées plutôt pratiques. Voilà.
Et ça, c'était pour la souscription. On en avait quand même pour notre argent, hein. C'était pas volé, hein. Je trouve qu'ils avaient fait quand même des produits qui étaient, certes, voilà, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais bon, le boulot était là. Voilà, donc ça, je vais ranger ceci sous vos yeux ébahis. Mais bon, voilà, après, c'est pareil, ça, par contre des boîtes de contrées du rêve comme ça, d'occasion, j'en ai jamais vu. Les éditions, enfin les bouquins des éditions de la 7ème édition, édition Prestige, les bouquins séparément, je les ai vus. Ça, ils existent et ils sont pas donnés du tout. Les gens les vendent vraiment à un prix exorbitant. Il y a une spéculation qui est vraiment, on va dire, je trouve, odieuse sur cette gamme. D'autant plus que maintenant, il y a la version Edge qui est sortie. Donc ça ne sert vraiment plus à rien, comment dire, de les vendre à des prix, à des prix infâmes comme ils le font. Mais bon, c'est tout. Ils espèrent. Hein. S'il y a quelqu'un qui achète, évidemment, on peut dire qu'il se fait avoir. Pour terminer, donc dans cette gamme, il y avait eu aussi. Alors il y a un supplément de scénario que je n'ai pas, mais il y en avait eu un autre. Celui-ci, donc pluie d'étoiles sur le plateau de Leng. Il y a un scénario dedans qui est très intéressant. Je ne l'ai pas encore fait jouer, mais je l'avais préparé. Qui se passe au Japon. Ça s'appelle Un rêve de Japon d'ailleurs, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et c'est vraiment un supplément super intéressant. Au niveau des scénarios, bon, c'est assez inégal, mais rien que pour ce scénario, donc un rêve de Japon. Moi j'adore le Japon, hein, c'est un pays où je suis allé 3 fois, je rêve d'y retourner encore. Et c'est un scénario que je ferai jouer probablement un de ces jours. Le seul problème, c'est qu'il faut vraiment que je le fasse jouer avec un groupe spécifique. Parce que, on va dire, il y a des grandes chances que ça se termine mal, dirons-nous. Donc, vaut mieux prévoir des personnages spécifiques. Parce que si vous prenez des personnages déjà d'une campagne en cours, ça risque de mal se passer, à peu près sûr. Alors, les 2 coffrets qui restent, donc c'est les masques de Nyarlathotep en version prestige. La vache. Donc c'est des gros coffrets comme ça. Donc on pouvait acheter soit la version non de luxe qui correspondait uniquement à cette boîte là qui reprend tous les bouquins de la campagne. Donc c'est 8 bouquins, donc les 6 chapitres plus l'introduction et les annexes. C'est juste la mise en page qui change avec voilà, des photos qui ont été revues, mais c'est quasiment la même chose. Et on va dire le coffret avec les aides de jeu, les facsimilés, etc. Dont en particulier, là je peux vous la montrer, la fameuse boîte d'allumettes du tigre trébuchant. Voilà, donc là je passe pas plus dessus. Alors ça, normalement, c'est plus trouvable. Et si c'est trouvable, à mon avis, c'est pas du tout, mais alors du tout donné. J'avais réussi encore à les trouver en boutique, je crois que c'était il y a 2 ans. 2 ans grand maximum. Mais là, à mon avis, c'est cuit. Donc celle-là, oui, c'est celle-là que j'avais acheté en boutique. Je l'avais acheté à la boutique de Tours, à la règle du jeu, que je salue d'ailleurs, c'est une très bonne boutique. J'ai eu l'occasion d'y aller quand je vais dans ma belle famille. Et donc j'avais pris Le Jour de la Bête, qui est donc, comme je vous avais dit, la réédition donc augmentée, très largement augmentée des Fungi Dugot. Il s'appelle donc maintenant Le Jour de la Bête. Et c'est plus en accord en fait avec la campagne. Donc vous avez les différents livrets à l'intérieur, évidemment, qui correspondent au scénario de la campagne, sachant que des scénarios dans celle-là, je crois qu'il y en a 17 si mes souvenirs sont bons. La campagne est extrêmement et pléthorique aussi. Livre 8, on en a jusqu'à quel... Donc moi j'ai fait jouer les premiers scénarios qui sont en fait les scénarios d'introduction de la campagne, et quand on a... Voilà, il y a 18 scénarios, c'est ça. Avec aussi un feuillet d'aide de jeu dans cette version qui est donc normalement la version normale. Et donc après vous avez également un facsimilé, une boîte en fait de facsimilé. Oh non, je suis en train de les remettre dans le mauvais ordre. N'importe quoi, arrêtez, il faut arrêter de boire dès le matin, hein. Ça suffit les bêtises. Voilà, donc désolé, je remets dans l'ordre, parce que si en plus je fiche le bazar et que je range tout n'importe comment, ça va pas le faire. Donc comme moi je vous dis, j'ai joué les scénarios
Donc du livre 1, l'histoire, Souriez les petits enfants, une histoire de fantôme qui est très très sympa. Black Hills et autres secrets chez les Amérindiens avec une histoire de mine, on va dire, infestée par des choses qu'on sait pas trop. Le scénario en Inde qui est très très sympa, en plus avec le contexte indien qui est vraiment bien décrit dans cette boîte. Oula, tout est en train de se péter la tronche. Et je suis allé donc jusqu'au scénario donc, qui se passe à Londres. Donc il y a Le Rêveur juste avant et le scénario donc à Londres. Et on a terminé sur le scénario de Londres, sachant que le chapitre 6, on démarre vraiment la campagne. Dans les premiers, on vous a vraiment présenté le contexte, présenté les protagonistes, certains PNJ, pour que ce soit moins artificiel. C'est d'ailleurs le but de la campagne, c'est plutôt pas mal. Mais c'est voilà. Et je sais que la campagne a déjà été plutôt mouvementée. Il y a déjà eu des morts dans les premiers chapitres. Ça a été assez. Voilà, je suis en train de faire n'importe quoi encore en les remettant à l'envers. Et voilà. Et c'est les personnages donc, de cette campagne-là qui ont terminé les masques de Nyarlathotep. Pour la plupart. Ceux qui n'étaient pas morts. Quoi. Parce que dans la campagne. J'ai eu quand même des morts, et même s'ils n'étaient pas morts, ils risquaient probablement de mourir dans les années qui suivent d'un cancer. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, il s'était passé des choses. J'en dirai pas plus. Alors après, pour terminer, la gamme Edge que je vais donc aller chercher, puisque j'en ai partout, vous m'excusez un instant. Il y a déjà la fameuse boîte d'initiation dont tout le monde se plaint parce que la boîte est d'une qualité abominable. Format donc boîte de céréales comme diraient certains. Et normalement il doit y avoir une nouvelle édition qui doit sortir avec une vraie boîte. Ce qui est un peu gênant parce que ceux qui ont acheté la première, on peut dire que d'une certaine manière ils se sont fait avoir. Mais donc cette boîte en tout cas quand elle sera rééditée avec une boîte en vrai carton quoi, pas en. Voilà, moi rien qu'à l'ouvrir je l'abîme. Elle est vraiment très très intéressante. Très très intéressante, donc c'est la gamme Edge, donc suite à la mort de son détour, c'est Edge, donc Asmodée, qui a récupéré la licence et qui a donc retraduit la 7ème édition. Et ils ont commencé, je passe un petit coup de chiffon, j'en profite, pour donc retraduire la gamme, les livres de base, et faire donc évidemment aussi traduire des suppléments actuels, donc des suppléments qui sortent en ce moment pour la 7ème édition. Donc eux ne font que de la traduction, pour l'instant il n'y a pas de production française. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant on va dire ils font uniquement de la traduction et de la traduction de bonne qualité. Voilà, dedans il y a une aventure en solo, Seul contre les flammes, qui est excellente. Moi je la trouve très sympa pour commencer à jouer à Cthulhu. Un bouquin très fin avec les règles de base, et plusieurs petites aventures. Donc il y a une aventure avec une aventure normalement en solo avec un joueur, et après une aventure avec un groupe. Donc c'est vraiment une boîte d'initiation. Donc la première c'est Celui qui dévorait les livres, et après c'est À la frontière des ténèbres, avec tous les aides de jeu. Très didactique, bien fichu, avec des personnages donc pré-tirés. Voilà, avec des fiches cartonnées, des feuilles également, des feuilles vierges, etc. etc. On va dire les aides de jeu, les facsimilés pour jouer les scénarios. Voilà, si vraiment vous avez l'occasion et que vous voulez jouer à Cthulhu alors que vous ne connaissez pas du tout, eh ben, c'est cette boîte-là qu'il faut vous procurer. Absolument. Et il y a même un set 2D. Moche, certes, mais au moins il y a un set 2D. Voilà. Même, en fait, on va dire, il y a un carton à l'intérieur qui est fait donc, pour maintenir les bouquins, parce que concrètement, la boîte est trop grande. Eh ben, j'ai l'impression que voilà, même le carton, il se fait la malle. Voilà. Et donc, je remets ça dans le dé et la boîte. Donc, voilà, moi, la boîte, en plus, je l'ai déjà recollée, parce que donc, elle est collée, on va dire, sur la bordure, ici. Donc, et la colle, carrément, c'est des boîtes prêtes à assembler, avec visiblement des bandes en fait, de colle. On retire en fait et on colle la boîte. Donc elles sont assemblées probablement à la main. C'est vraiment pas génial. J'espère qu'ils vont changer tout ça. Par contre, pour la gamme, on va dire de base,
Alors on a le fameux manuel de l'investigateur retraduit. Donc là par contre il est en partie en couleur. Il est beau, il est clair, bien fait. Franchement, voilà, il y a de quoi faire. Ils ont retiré tout ce qui n'était pas utile. Donc les règles, il y a certaines règles qui disparaissent. Voilà, ça c'est la nouvelle feuille de compétences de cette version. Et donc pour techniquement 40 euros, voilà, vous avez un bouquin qui permet voilà, de servir aux joueurs autour de la table. Vous avez donc le manuel du gardien, beaucoup plus gros, il fait le double hein, au niveau de la pagination. Donc là on a toutes les règles complètes avec aussi la création. Donc les règles de combat, les règles de poursuite, les règles sur la santé mentale, des conseils de jeu aux gardiens, la description des livres du mythe, des sorts, les monstres du mythe également, de base, et des scénarios. Alors là, pour ce qui est des scénarios, on a le droit, comment dire, à des scénarios. Alors là, je ne sais pas, ça doit être probablement les scénarios de la version originale. Donc au milieu des arbres millénaires et lettres de sang. Ces scénarios ne me disent rien d'ailleurs, donc je pense qu'à mon avis ils sont vraiment spécifiques à la 7ème édition telle qu'elle était parue en VO, puisque je crois que pour la V7 de Sans Détour, ils avaient fait leur propre scénario, et il n'y en avait pas je crois dans le bouquin, dans le manuel du gardien, j'ai plus souvenir en tout cas. Vous corrigerez si je dis des bêtises, si vous vous en souvenez vous. Et enfin, un supplément excellent rapport qualité-prix, les accessoires du gardien. Pourquoi excellent rapport qualité-prix? Parce que déjà donc vous avez l'écran qui est pas moche, voilà, très inspirant je trouve, avec enfin on va dire des tables utilisables en jeu, on va dire plutôt bien fichues pour donc la 7ème, voilà, sans que ça brille trop. En plus donc des scénarios, donc vous en avez quand même pas mal. Il y en a deux, donc la maison hantée et le phare défaillant. Donc la maison hantée, eh ben, on retrouve en fait le fameux justement scénario qui lui avait disparu dans la V6, la fameuse maison de Corbett. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé avec celle-là. Je l'ai même fait jouer avec des enfants, on va dire des enfants assez jeunes et moins jeunes. Ils ont adoré quoi. Les histoires de maison hantée, c'est toujours un truc qui a énormément de succès. Voilà, donc deux scénarios, voilà, avec un hommage aussi à la fin à Greg Stafford, créateur donc du monde de Gloranta, du Basic System. Donc là pour Cthulhu c'était Sandy Petersen, c'est toujours lui d'ailleurs qui s'occupe de développer la gamme chez Chaosium. Donc les facsimilés de tous les scénarios, encore des feuilles de personnages vierges. Il y a vraiment énormément de choses, hein, voilà. On n'est pas volé dans cette édition, et des posters vraiment bien fichus des différentes villes de Lovecraft. Donc en particulier la ville d'Arkham. Je vais vous montrer au moins le poster d'Arkham, nouvelle version. Voilà, plutôt bien fichu. Même s'il n'y a pas la description de la ville d'Arkham, au moins vous avez le plan. Ça viendra probablement après. Et donc le guide de référence pour le gardien. Et tout ça pour, accrochez-vous, uniquement 25 €. Et c'est franchement très bon rapport qualité-prix. Acheter, on va dire, le pack du gardien, ça en vaut largement la peine. 2 scénarios, un écran, plein d'aides de jeu. Vous achetez ça plus uniquement le manuel du gardien. Pour le gardien, vous avez ce qu'il faut. Sachant que le manuel du gardien vaut 50 €. Donc pour 75 €, vous avez quasiment de quoi faire. Vous avez donc des scénarios dans le bouquin de base, 2 scénarios supplémentaires là. Vous avez de quoi voir venir si vous voulez commencer Cthulhu à l'époque moderne. Enfin, à l'époque moderne, c'est-à-dire à notre époque. Vous n'êtes pas un vieux briscard qui a joué avec sa vieille 4ème édition à la fin des années 80, qui est toujours attaché à sa 4ème édition et qui ne veut pas la lâcher. Voilà quoi, j'en connais un certain comme ça. Hein. Arrêtez, je vous connais tous. Hein, je vous ai fréquenté à l'époque déjà. Alors que moi j'étais jeune. Et que vous étiez déjà vieux. Pour dire que vous êtes peut-être encore déjà plus vieux. Voilà. Donc, sinon, 2 suppléments sont pour l'instant sortis dans la gamme Edge, que je suis assidûment parce que les suppléments sont d'excellente qualité. Le premier, Berlin la dépravée. Description de la ville de Berlin dans les années 20, qui est vraiment une... Voilà, la réalité historique dépasse la fiction. C'est terrible à quel point voilà, Berlin était une ville vraiment dépravée, c'est le cas de le dire, d'où le titre de
Voilà, et c'est très très dur, hein. C'est franchement voilà, pour un public averti, je dirais. 16-18+, hein, et une campagne en 3 scénarios, qui est vraiment, moi je trouve, très intéressante. On peut jouer les scénarios de manière indépendante, mais c'est possible de les jouer à la suite puisque c'est dans le même contexte. Et ça fait une mini-campagne très satisfaisante, avec donc le diable mange des mouches, ça c'est le premier. Le deuxième se nomme Le ballet du vice, de l'horreur et de l'extase. Et, les titres parlent d'eux-mêmes. Et le dernier, c'est Shrek Film, où donc là, on parle évidemment du milieu du cinéma muet de l'époque, voilà, dans l'ambiance des films de Murnau, etc. Les gens me comprendront. Donc un supplément excellent qui a été primé pour sa couverture, qui a été primé pour son contenu. Voilà, franchement, je ne pourrais que vous le conseiller, même si vous jouez avec Cthulhu ancienne version, bah, achetez ce supplément-là, ça vous redonnera, on va dire, l'envie de redécouvrir Cthulhu et de rejouer à Cthulhu. Et le dernier qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps, Le règne de la terreur, qui est donc un supplément qui permet de jouer dans le contexte donc de la terreur, donc à partir de 1793 jusqu'à 1795, avec donc une mini campagne en 2 scénarios et donc justement un PNJ, celui-là ici, voilà le conte Fénalique pour ceux qui le connaissent. Fénalique, hein, attention de ne pas inverser les syllabes. Quoique, à la limite, voilà, vous saurez exactement à quelle sauce vous allez être mangé. Qui est un personnage donc, qui apparaît dans la campagne de l'Orient Express. Et que donc, ce supplément permet de jouer en fait les événements qui se sont passés à l'époque, qui sont en quelque sorte reliés justement aux événements de la campagne de l'Orient Express. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas ça permet en fait de vraiment de découvrir déjà l'un des PNJ qui va, on va dire, pourrir la vie des investigateurs dans la campagne pendant toute la durée de leur voyage, jusqu'à Constantinople. Voilà, donc ça c'est ce qui existe pour la gamme. Il y a plein d'autres choses qui vont sortir normalement bientôt, des suppléments de scénario, etc., etc. Donc et la nouvelle boîte normalement d'initiation avec une vraie boîte, hein, pas une boîte en guimauve. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Pour terminer, on va dire, cette vidéo qui a été assez longue, j'en suis désolé. Une petite chose que je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé justement lors de l'un de mes voyages au Japon. Donc c'est la normalement 6e édition. Normalement je crois que ça doit être la 6e, hein. Attendez, je regarde bien. Mais normalement c'est la 6e édition de Cthulhu en japonais. Tout simplement. Voilà, donc au Japon, ils n'ont pas beaucoup de temps, hein, ils travaillent beaucoup, mais quand ils ont un petit peu envie, voilà, ils jouent à Cthulhu. Et donc ils ont dans un format, on va dire, qui est vraiment spécifique à eux, le bouquin donc, de cette 6e édition, qui date donc normalement de 2004. Voilà, c'est celui que j'ai trouvé, c'est la version de 2004, donc ça doit être la 6e édition, hein, obligatoirement. Voilà, et donc on reprend en fait la 6e édition c'est peut-être même en fait la 5.5 en fait, je crois. C'est peut-être la 5.5. On est vraiment entre les deux en fait. C'est dur à dire. Et au niveau des illustrations, quand je regarde, c'est peut-être en effet plus la 5 ou la 5.5 qui a été traduite uniquement en 2004. Voilà, j'avais une hésitation, mais je crois que c'est plus la 5e édition. Donc voilà, ce qu'on peut trouver, moi je l'avais ramené, évidemment je ne suis pas assez bon en japonais pour pouvoir la lire, on va dire, confortablement dans le texte, mais on retrouve, on va dire, la plupart des choses. Voilà, il y a quand même des titres en anglais. Il y a pas mal de choses, on peut quand même se repérer, hein. Mais bon, le texte, lui, est bel et bien écrit avec des kanji et des hiragana et des katakana, hein. Mais comme je vous dis, je suis pas assez fort pour pouvoir le lire. Bon, il y a quelques-uns que je connais évidemment, hein, que j'arrive à reconnaître. Parce que j'ai quelques bases très lointaines que je ne pratique pas assez, donc évidemment ça aide pas trop à s'améliorer. Voilà, avec donc une jaquette en plus. Voilà, ils aiment les jaquettes. Et donc dans la jaquette, d'ailleurs, il y a la feuille de personnage à photocopier. Ce qui est plutôt malin.
Voilà, donc c'était un petit peu pour terminer ce panégyrique, on va dire, de Cthulhu. Donc voilà, je ne vous dirai jamais à quel point c'est un jeu qui compte pour moi, même si c'est pas mon jeu préféré. Ça reste quand même un jeu auquel bah, je maîtrise régulièrement. Quand je fais pas du Cthulhu, hein, c'est pareil, hein, quand je fais pas du Shadowrun pendant quelques temps, ça finit par me manquer et donc j'y reviens toujours. Ou pour Torg, hein, c'est la même chose. Il y a des jeux beaucoup plus pointus où je peux, comment dire, m'empêcher d'y jouer pendant quelques temps parce que c'est vraiment c'est assez épuisant. Alors que Cthulhu, moi je trouve qu'on s'épuise jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une aventure, toujours une campagne. Voilà, là j'ai joué quasiment toutes les campagnes majeures, puisque là je viens de commencer donc les montagnes hallucinées. Donc les grosses campagnes mythiques du jeu, voilà, je les ai traînées. Donc il y a toujours de quoi faire, et même quand j'aurai terminé les montagnes hallucinées, je vous dis, j'ai encore voilà, 40, 50 suppléments où je peux avoir encore des informations, des scénarios, des idées pour pouvoir faire d'autres campagnes, donc les 5 supplices, le rejeton d'Azathoth, et j'en passe, la campagne de Berlin qui me plaît bien aussi, je pense que ce sera d'ailleurs la campagne de Berlin qui sera la prochaine, une campagne spécifique des contrées du rêve, il y a vraiment tout à faire quoi. On n'est jamais en panne de scénario. C'est très facile d'en trouver en plus sur le net. Donc il y a le site justement TOC qui proposait plein de scénarios. Il y a on va dire des chaînes YouTube qui également font des let's play de scénarios Cthulhu comme Grimoire et Tentacule que je vous conseille. J'en regarde de temps en temps. Bref, Cthulhu, ça reste quand même un incontournable en dehors, on va dire, du vénérable ancêtre. Lui, c'est, on va dire, c'est l'ancêtre tout autant vénérable, je pense, de notre passion. Voilà, donc, bah, j'ai fini, comment dire, cette revue de gamme de Cthulhu. J'espère que ça vous a plu. Je sais, ça a été un peu long, mais bon, voilà, quand c'est bon, bah, on voit pas le temps passer. Moi, en tout cas, j'ai pas vu le temps passer à vous expliquer, à vous montrer tout ça. Et donc, ben, bonne semaine. Et puis donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique et d'autres revues de gamme sur la chaîne donc Tabula Rasa. N'oubliez pas, likez, faites des commentaires, venez, comment dire, sur notre Discord pour écouter nos parties de Cthulhu en particulier. Il y a une séance chaque mois et d'un jeu. Enfin, on est sur à peu près une douzaine de campagnes, dont à peu près une dizaine que je maîtrise moi-même en personne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous écouter. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des, euh, des spectateurs, entre guillemets, je cherchais le terme, mais c'est dur à dire, des auditeurs, voilà, parce qu'ils écoutent plus qu'ils ne regardent. On est vraiment voilà, un groupe de maîtres et joueurs motivés qui aimons, on va dire, transmettre notre passion, notre dynamisme quand j'en ai, parce que c'est pas tous les jours Noël. Question dynamisme. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, on rigole bien et on arrive toujours, on va dire, à transmettre, on va dire, beaucoup de passion, de bonne humeur. C'est toujours ça, on va dire, qui nous anime, en tout cas, et c'est ça qui, moi, en tout cas, me fait fonctionner et me donne envie, en fait, de partager notre imaginaire, notre envie, on va dire, de vivre et de faire vivre ces mondes imaginaires. Et c'est ça qui est la clé de tout. Voilà. À bientôt et bonne semaine. À la semaine prochaine.